le JavaScript est un bon choix de langage de programmation pour un débutant. C'est un langage qui est beaucoup utilisé en industrie. Ça permet de faire du contenu interactif pour le web et ça demande d'installer très peu de logiciels pour commencer à développer en JavaScript. Je conseille de simplement installer Chrome, le furteur web. Et à part de ça, ça prend simplement un éditeur de texte. Donc, si vous êtes sur Microsoft Windows, vous avez déjà Notepad qui peut servir comme éditeur de texte. Un autre choix peut être Notepad++. Il y a plein d'éditeurs de texte possibles. Mais même avant d'utiliser un éditeur de texte, on peut déjà faire des choses juste avec le furteur web Chrome. On peut déjà commencer à faire la programmation en JavaScript. Donc, dans Chrome, il y a une option pour ouvrir des outils de développeurs. Et quand vous sélectionnez les Developer Tools, ça devrait ouvrir cette fenêtre. Assurez-vous d'avoir choisi l'onglet Console ici, où vous devriez voir une invite de commande. Et avec l'invite, on peut interactivement saisir des expressions, des appels de fonctions et jouer avec des éléments du langage. Donc, voyons quelques exemples. On peut saisir des expressions mathématiques, faire des sommes, des produits, des différences. Ça peut servir comme calculatrice, tout simplement. Donc, je vous invite fortement d'essayer en même temps. Appuyez sur pause sur la vidéo, allez dans l'invite et essayez voir quel genre d'expression vous pouvez saisir, quel résultat ça donne. On peut faire des divisions, bien sûr. Si on fait une division, il y a une particularité avec le JavaScript comparé à plusieurs autres langages de programmation, c'est que dans les autres langages de programmation comme le Java, le C++ ou le Python, ces autres langages vont distinguer entre les entiers et les fractions, ou on peut dire les nombres réels. Donc, dans ces autres langages-là, si on faisait une division de 2 et 3, ce serait interprété comme une division entre deux entiers et le résultat serait encore un entier. Donc, 2 divisé par 3 en entier, ça donnerait 0 comme résultat. Et si on voulait avoir la fraction dans ces autres langages-là, il faudrait faire, par exemple, 2.0 divisé par 3.0. Et là, ce serait interprété comme une division de deux fractions, deux nombres réels. Mais dans le JavaScript, les choses sont plus simples. Tous les nombres en JavaScript sont interprétés comme des nombres réels. Donc 2 divisé par 3 va donner 0.66666 en JavaScript. On peut faire des expressions plus complexes. Donc ici, on appelle une fonction qui s'appelle square root. C'est pour avoir la racine carrée. Donc le résultat est bien sûr 5. On peut arrondir le résultat d'un calcul quelconque. Donc ça va nous donner la partie entière après arrondissement. Il y a aussi une fonction qui s'appelle floor, ça veut dire le plancher. Donc le plancher d'une valeur réelle, c'est la partie entière qui reste une fois qu'on enlève la fraction décimale. Donc le résultat de ça va être le plancher de 0.6666 et ça va donner 0. Donc ça, c'est une façon de faire le même genre de calcul qu'on ferait en Java ou C++ ou Python lorsqu'on divise deux entiers. Donc, tous ces exemples sont des exemples d'expressions qui peuvent être saisis sur l'invite, mais qui peuvent servir aussi dans un logiciel, c'est-à-dire dans le code source d'un logiciel JavaScript. Il y a aussi une notion de variable. Donc, une variable, c'est un endroit dans la mémoire où on peut stocker une valeur. Donc ici, en JavaScript, si je dis x égale 4, ça va créer une variable qui a le nom x et ça va stocker la valeur de cette expression 4 dans cette variable-là. Et donc la variable va être de type nombre. Il y a d'autres variables qu'on va voir qui peuvent stocker d'autres sortes d'informations. Donc voilà un nombre, voilà une expression qu'on peut bâtir avec la variable qu'on a définie. OK, x fois x, ça veut dire x au carré, ça donne 16. Ici, on a x fois x fois x, ça veut dire x au cube. Donc encore une fois, je vous invite d'essayer par vous-même ces expressions. Allez dans l'invite de Chrome et essayez tout de suite de saisir quelques expressions, définir quelques variables et voir le genre de choses que vous pouvez faire. Ça va vous aider vraiment à mieux apprendre ces notions et à les retenir plus longtemps. Je peux définir une variable qui a un nom plus long, donc un nom à 5 lettres. Donc c'est peut-être l'hypoténuse d'un triangle. Je peux faire des expressions arithmétiques pour combiner les valeurs de différentes variables. Ici, je mets en application le théorème de Pythagore. Donc je prends l'hypoténuse au carré, je soustrais
x au carré, je prends la racine carrée de tout ça, ça devrait me donner la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Si hypote, c'est l'hypoténuse et x, c'est l'autre côté. Donc, ça donne 3. Une autre chose de base qu'on peut faire, c'est une boucle. Et il y a quelques façons de faire des boucles en JavaScript et dans les autres langages. Donc, une façon qu'on voit très souvent dans la programmation de faire une boucle, c'est avec un énoncé for, ou en français pour. Donc, ça, c'est une boucle qui va répéter le code entre les accolades. Donc, entre l'accolade de début ici et l'accolade de fin, le code qui est entre les deux, dans ce cas-ci, c'est juste une simple ligne de code. Cette partie de la boucle va être répétée à plusieurs reprises. Chaque répétition s'appelle une itération. Donc, on dit que la boucle va itérer plusieurs fois et répéter le code qu'il y a à l'intérieur de la boucle. Et à chaque répétition, bien sûr, il y a habituellement quelque chose de différent qui se passe. Okay? Donc, souvent, dans ces boucles, il est très utile d'avoir une variable. Dans ce cas-ci, ça s'appelle x. C'est très souvent utile d'avoir une variable qui va prendre une gamme de valeurs différentes pendant les itérations. Donc, dans l'exemple ici, x va commencer avec la valeur de 0 pour la première itération. Et chaque prochaine itération, x va augmenter de 1. Et le tout va continuer tant et aussi longtemps que x reste inférieur ou égal à 10. Une fois que x dépasse 10, c'est là que la boucle va s'arrêter. Et pour faire tout ça, ça prend 3 lignes de code. Donc, sur l'invite de commande dans Chrome, vous saisissez jusqu'à l'accolade de début. Et ensuite, au lieu de faire Enter, il faut faire Shift Enter pour dire qu'on n'a pas fini de saisir les lignes. Il y a encore une autre ligne à faire. Donc, pour les 2 premières lignes, vous finissez avec un Shift Enter. La 3e ligne, vous faites l'accolade de fin, vous faites Enter. Et c'est là que c'est interprété et c'est exécuté. Et ce que vous devriez voir comme sortie sur le console, c'est tout ça. Donc, le message ici a été répété à plusieurs reprises et à chaque fois, on voit la valeur de x qui sort. Okay? Donc, essayez coller ce code ou copier ce code dans le console. Essayez de mettre différentes valeurs ici et ici. Et même ici, par exemple, si vous mettez un 2 ici au lieu d'un 1, qu'est-ce qui va se passer? De quelle façon ça va changer la sortie? Okay? Un autre exemple, très semblable à l'exemple précédent, la seule chose qui change, c'est qu'ici, on met x au carré. Donc, ce qui sort, c'est une liste des carrés des valeurs de x. Bon, quelque chose d'un peu plus compliqué qu'on peut faire. On peut définir une variable qui va stocker pas une seule valeur, pas un nombre par exemple, mais qui va stocker une sorte de liste de valeurs. Donc cette liste, on l'appelle un tableau. En anglais, ça s'appelle un array. Et chaque élément dans la liste, chaque élément dans le tableau, va avoir sa propre valeur. Dans l'exemple ici, ce sont des chaînes ou des strings. Donc, les chaînes, les strings, c'est des valeurs qui ont chacune une séquence de caractères. Donc, on peut saisir toute cette ligne de code-là. Ça va définir une variable qui s'appelle t, qui est le nom du tableau. Ensuite, on peut utiliser les crochets pour accéder à un élément en particulier. Donc, on donne ce qu'on appelle l'indice pour identifier l'élément qui nous intéresse. 0, c'est l'indice du premier élément dans le tableau. Donc, ce que ça donne comme résultat, c'est la première valeur du tableau, c'est la chaîne, la première chaîne qu'on a définie ici. Si on met l'indice de 1, bien ça correspond au deuxième élément. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre pour obtenir le troisième élément ici? C'est un indice de 2. Les éléments sont numérotés 0, 1, 2. Et ça peut sembler un peu bizarre, le fait de commencer avec 0 au lieu de commencer avec 1. Mais c'est la convention qu'on travaille en JavaScript, en Java, en C++, en C, en Python. La plupart des langages qui ont des tableaux vont numéroter leurs éléments en commençant avec un 0. Il y a une façon de savoir quelle est la longueur d'un tableau, quel est le nombre total d'éléments dans le tableau. Et dans le cas de JavaScript, il faut faire .length pour savoir. Et ça va nous retourner 3. Ça a une valeur de 3. Si on veut aller chercher le dernier élément, l'indice du dernier élément ne sera pas 3, ça va être 3 moins 1. Okay, donc, si on voulait aller chercher le dernier élément, on saurait que son indice, c'est t.length moins 1. C'est une façon d'accéder au dernier élément.
On peut modifier le contenu d'un tableau. Donc, par exemple, on peut rajouter des éléments à la fin avec push. Si on fait push, ça ajoute la chaîne cheval à la fin du tableau. Maintenant, ça nous retourne la nouvelle longueur du tableau. Si on demande à JavaScript quel est le contenu de ce tableau, ben, il va nous énumérer le nouveau contenu. OK? Si on demande la valeur de T3, ben, il nous dit que c'est cheval. C'est le nouveau dernier élément qui a un indice de 3. Donc, le tableau en anglais s'appelle un array. Un autre exemple, ici maintenant, j'ai un tableau qui contient des nombres. Donc, comme avant, je peux accéder au premier élément, je peux accéder au deuxième, je peux demander quelle est la longueur du tableau, je peux rajouter un élément à la fin, comme avant. Et maintenant, je vous montre comment accéder au dernier élément. Une façon de faire, c'est demander quelle est la longueur, soustraire 1, ça nous donne l'indice du dernier élément. OK? Donc voilà, ça nous donne 70, qui est le dernier élément ici, qui est un indice de quoi? Ben, 0, 1, 2, 3. C'est un indice de 3. Length nous dit 4. Donc 4 moins 1, ça donne 3. C'est pour ça que ça retourne le dernier élément. OK, une autre chose encore plus avancée peut-être dans le langage, c'est la notion d'une fonction. Donc une fonction, on peut dire, c'est un bout de code auquel on va donner un nom. Okay? Et ce nom va nous permettre d'appeler ou invoquer le code plus tard. Et dans d'autres langages, tout dépendant le contexte exact, des fois on va appeler ces choses-là des fonctions, des procédures, des sous-routines, des méthodes, mais ça revient toujours à la même idée. Quand on parle de fonction, procédure, sous-routine ou méthode, c'est toujours un bout de code, c'est-à-dire une liste de choses à faire, une séquence de lignes de code auquel on va donner un nom et on pourra utiliser ce nom pour appeler la fonction plus tard. Donc ici, j'ai un exemple, je définis une fonction. Voici le contenu de la fonction, donc ça c'est le code qui est à l'intérieur de la fonction. Et la fonction prend en entrée un paramètre qui s'appelle x. Donc x, ça peut être n'importe quoi, c'est plus tard, quelqu'un va appeler cette fonction et donner une valeur à x en argument, on dit. Donc, c'est reçu comme entrée. Et ensuite, la fonction peut faire ce qu'elle veut avec cette entrée-là. Dans notre exemple, elle va calculer le cube de x et retourner cette valeur comme sortie. Et la sortie peut être captée par la personne qui a appelé la fonction et utilisée pour d'autres choses. Donc, la fonction, on va lui donner le nom cube. Okay? Et ensuite, si on veut appeler la fonction, on donne le nom, on donne l'argument, c'est-à-dire l'entrée qui va être reçue en paramètre. Et bien sûr, cube va calculer 2 fois 2 fois 2 et nous retourner la sortie 8. Donc, c'est ça le résultat de cette expression. OK? Un autre exemple, cube de 0, ben c'est 0 au cube, c'est 0. De 3 fois 3 fois 3, ça donne 27. 5, ça va donner 125. 10, ça va donner 1000. Maintenant, cube de 10, ça fait quoi? Ben, ça va être exécuté en deux étapes. Première étape, on va faire cube de 10. Ça va calculer 10 fois 10 fois 10, ça va retourner 1000. Ensuite, cube va être appelé une deuxième fois avec comme argument 1000. Donc, la deuxième fois, cube va recevoir 1000 en entrée et calculer 1000 fois 1000 fois 1000, ça va donner 1 milliard comme résultat. Donc, en réalité, cube, du point de vue de l'ordinateur ou du point de vue du JavaScript, cube est une sorte de variable. Et au lieu d'être un nombre ou une chaîne ou un tableau, c'est une fonction. Donc, dans le JavaScript, les fonctions sont tout simplement une autre sorte de variable, tout comme les chaînes et les nombres et les tableaux qu'on a vus déjà. OK? Donc, une fonction, on peut dire c'est un bout de code qu'on peut appeler. Maintenant, j'ai un exemple qui va combiner deux concepts qu'on a vus. On a un tableau et on a une boucle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le tableau T initialement est vide. Lorsque T est écrit, T est vide. Et dans la boucle, on va rajouter des choses à la fin
du tableau en utilisant une fonction. Donc, essayez de saisir ce code et voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ou encore, essayez d'imaginer, simuler dans votre esprit l'exécution de cette boucle et demandez-vous qu'est-ce que ça devrait donner comme résultat. Okay? Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez appuyer sur pause, penser pendant quelques moments, essayez de voir qu'est-ce que vous pensez que ça devrait donner. Ce qui va se passer, c'est que T initialement va être un tableau vide qui ne contient aucun élément. Si on demande T.length, ça devrait donner 0. Ensuite, la boucle for va s'exécuter. La première chose qu'elle va faire, c'est créer une variable qui s'appelle x égale à 0 initialement. Ensuite, la boucle va vérifier est-ce que x est plus petit ou égal à 5? Si oui, ben oui, ça va être le cas la première fois. Donc là, la première itération va s'exécuter. Donc, on va rajouter à la fin du tableau le cube de x. Ben, le cube de 0 va être 0. On va rajouter 0 à la fin du tableau. Donc maintenant, le tableau va contenir un élément qui est égal à 0. Et ensuite, ça se répète. Donc, pour la deuxième itération, ce qui va se passer, c'est cette ligne-là va être exécutée. X va être égal à 1. Ensuite, on va vérifier est-ce que 1 est plus petit ou égal à 5? Oui. Donc, on continue. On refait l'intérieur de la boucle. On va rajouter la valeur cube de 1, c'est-à-dire 1. On va le rajouter à la fin du tableau. Et ainsi de suite. Ça va continuer jusqu'à ce que x soit égal à 6. Une fois que x est rendu à 6, là, la condition ici ne sera plus respectée et la boucle va s'arrêter et on va sauter à la fin. Donc, si on demande quel est le contenu de t, ben, c'est ça. C'est ça son contenu. Ça contient une série de cubes. Les cubes de 0 jusqu'au cube de 5. Un petit rappel, quand vous saisissez les 3 lignes de code ici, à la fin de les 2 premières lignes, il faut faire un Shift-Enter au lieu d'un Enter normal pour vous donner la chance de faire les 3 lignes avant que ça soit exécuté. Donc, mon exemple ici combine 3 notions qu'on a vues, les tableaux, les boucles et les fonctions. Voici un autre exemple. Donc là, ce qui se passe, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a un autre tableau qui s'appelle T2 qui est vide initialement. Et à mesure que la boucle s'exécute, on va rajouter à la fin du tableau T2, on va rajouter un petit tableau. Donc, ça va créer un tableau qui contient des tableaux. Et les petits tableaux à l'intérieur vont chacun avoir 2 éléments, la valeur de x et le cube de x. Donc, si on regarde quel est le contenu de T2 suite à l'exécution de tout ça, ben, c'est un tableau qui contient 6 tableaux de 2 éléments chaque. Et dans Chrome, vous pouvez cliquer sur les triangles ici pour voir le contenu de chaque sous-tableau. Donc, voici la même chose sur le prochain diapo. J'ai cliqué sur les triangles pour vous montrer le contenu. Vous voyez, le premier tableau contient 0, 0, le deuxième 1, 1. Le dernier contient 5 et 125. Donc, 5, c'est la valeur de x, 125, c'est le cube de 5. Bon, il y a d'autres informations ici qui... on n'a pas besoin de s'attarder sur ces autres informations-là. Ce sont des informations pour faire du bookkeeping. C'est une sorte d'infrastructure utilisée par le JavaScript pour gérer les tableaux. Mais nous, normalement, on n'a pas besoin de jouer là-dedans. C'est mieux si on ne s'attarde pas trop là-dessus. Okay? L'important, c'est vraiment les éléments ici qui sont numérotés avec les indices. Donc, j'ai montré des exemples de code qu'on peut saisir directement sur l'invite. Mais une autre chose qu'on peut faire avec le JavaScript, c'est mettre du code à l'intérieur d'un fichier HTML. Donc ici, j'ai un premier exemple. Maintenant, le HTML, si vous ne connaissez pas, c'est un fichier texte qui contient des balises, comme les balises ici. J'ai un autre exemple à quelque part ici d'un fichier HTML. OK, voici un exemple. Un fichier HTML qui contient plusieurs bouts de texte avec différentes couleurs, différentes polices, des tailles de police qui changent, des styles de texte qui changent. Ça, c'est la version du page web rendue par le furteur Chrome. Mais on peut toujours faire View Page Source avec un clic droit. On s'en va voir la source de cette page et vous allez voir, c'est un fichier texte ASCII. C'est le genre de fichier qu'on pourrait créer avec Notepad ou Notepad++. Et vous voyez toutes les balises. Donc, par exemple, la balise EM, c'est pour mettre de l'emphase sur le texte qu'il y a entre les balises. Ou encore,
strike. La balise strike, c'est pour rayer une ligne à travers le centre d'un texte. Donc, par exemple, si je retourne voir la version rendue, le strike est ici. C'est ça la version rendue des balises qu'on a vues. Donc, c'est ça le HTML. Et déjà, c'est intéressant d'apprendre plusieurs balises pour formater, pour faire la mise en page de vos pages web. Mais ces genres de balises-là nous permettent surtout de faire du contenu statique, comme on voit ici. Ce qui va nous intéresser dans l'exemple ici avec le JavaScript, c'est qu'on peut mettre une balise spéciale dans le HTML qui s'appelle script. Et ça nous permet de mettre du code JavaScript dans le fichier HTML qui va être exécuté par le furteur. Et ce code, dans l'exemple ici, je voulais que ce code fasse quelque chose de graphique. Je voulais que ça dessine quelque chose. Et ça me prenait un élément dans la page web sur lequel on pourrait dessiner. Donc, en plus de rajouter la balise script, j'ai aussi mis une balise canvas, qui est une sorte de toile sur laquelle on pourrait dessiner. Donc, je vais sortir de mon diapo ici. Je reviens dans PowerPoint et j'ouvre mon éditeur de texte, qui est Notepad++. Et là, je peux commencer à saisir les balises. Donc, j'ai commencé avec une balise HTML, balise de début et de fin. Ça me prend aussi body. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre d'autres choses. Donc, ça me prend le canvas. Canvas ID égale. Bon, dans l'intérêt du temps, je ne vais pas tout saisir à la main. Mais vous, si vous voulez mieux apprendre ces choses, ça serait bien de copier ligne par ligne. Mais dans l'intérêt du temps, je vais simplement copier le texte qu'il y a ici. Je vais coller. Donc, ces balises-là vont définir la toile. On donne les dimensions en pixels. Ensuite, le script, ce que le script fait, c'est que d'abord, il va définir une variable qui s'appelle canvas. Et on veut que canvas nous permette d'accéder à la toile depuis JavaScript. Donc, on va appeler cette fonction qui est définie par le furteur pour aller chercher l'élément qui a comme identifiant canv. C'est le canv qu'il y a ici. Donc, ça va stocker dans Canvas un objet sur lequel il y a des fonctions qu'on peut appeler pour dessiner sur la toile. Okay? On appelle la fonction getContext sur le canvas pour aller chercher un contexte, ce qu'on appelle C. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est une sorte d'objet qui nous permet de dessiner sur la toile. Ensuite, on va se servir de ce contexte pour effacer le contenu d'un rectangle, un rectangle qui couvre complètement la toile. Et ensuite, on va dire, bon, on veut dessiner avec une couleur verte et on veut dessiner un rectangle. Voilà les coordonnées du coin supérieur gauche du rectangle. Ce sont des coordonnées en pixels. Et voici les dimensions du rectangle en pixels. Donc, c'est un rectangle qui fait 100 pixels de large, 50 pixels de haut. Et là, il y a une chose particulière avec les coordonnées. L'axe des X, c'est un axe qui commence sur l'extrémité gauche avec la valeur 0 et ça augmente vers la droite. Mais l'axe des Y qui est particulier, c'est un axe qui est inversé. Donc, ça commence en haut avec la valeur 0 et ça augmente vers le bas. Donc, ça, il faut toujours rappeler. Donc, voilà, les coordonnées x, y du coin supérieur gauche du rectangle et les dimensions du rectangle, largeur, hauteur. Et ici, on appelle la fonction pour dessiner le rectangle. Donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bien, il faut sauvegarder notre fichier HTML. Je vais le sauvegarder sur le desktop. Je vais lui donner le nom exemple 1.html. Donc, je l'ai sauvegardé sur mon desktop. Maintenant que je lui ai donné l'extension HTML, Notepad++ a compris que c'est un fichier HTML et il a appliqué des couleurs en fonction. Donc, où est mon fichier? Il est là. OK. Donc, mon fichier, je peux double-cliquer dessus pour lancer le furteur par défaut, mais je veux m'assurer que ça ouvre avec Chrome. Donc, je l'ouvre avec ça. Voilà le résultat. Donc, ça, c'est le canvas avec sa bordure et ça, c'est le rectangle vert qu'on a dessiné. Si je fais View Page Source, on voit le même code qu'on vient d'écrire. OK? Donc, dans les diapos, ça, c'est mon premier exemple d'une page web qui contient du JavaScript. J'ai un deuxième exemple. Donc, l'exemple 2, vous voyez ici, c'est marqué 2.
c'est presque la même chose, mais j'ai changé quelque chose, j'ai rajouté du code que j'ai mis en vert. Donc j'ai rajouté une boucle qui va dessiner plusieurs rectangles. Et là, je peux vous montrer déjà le résultat parce que j'ai un fichier à quelque part. OK, ici j'ai l'exemple 1. L'exemple 2, je pense que je l'ai déjà sauvegardé dans ce répertoire, donc je vais juste changer le nom. Voilà. Donc ça, c'est le résultat du code de l'exemple 2. Il y a une boucle qui dessine une série de rectangles. Donc si vous avez déjà écrit le code pour l'exemple 1, faites juste rajouter le code qu'il y a ici en vert et faites un reload dans votre furteur web pour recharger la page, réexécuter le code et ça devrait donner ça comme résultat. Donc, bien sûr, vous pouvez vous amuser à jouer avec les différents chiffres ici, les facteurs de multiplication et obtenir différents résultats. Vous pouvez aussi changer le nombre de rectangles, changer ici, au lieu de faire x plus 1, faire x plus 2, x plus 10, essayer différents effets et voir qu'est-ce que ça donne. Exemple 3. Dans l'exemple 3, les choses deviennent un peu plus compliquées. On a une fonction ici qui va être appelée à chaque fois que la souris se déplace. Et il faut dire au canvas qu'on veut que cette fonction soit appelée à chaque fois qu'il y a un mouvement de souris. Okay? Donc, si vous sauvegardez le code pour l'exemple 3 et vous le chargez dans un furteur, et là, vous mettez votre curseur sur la toile, il devrait y avoir un rectangle qui vous suit. Donc, progressivement, si vous avancez dans les diapos, vous allez voir d'autres exemples. Exemple 4, 5, 6. Et à chaque fois, j'ai mis en texte vert la partie qui change. Donc, pour vraiment mieux comprendre les exemples, il faut les faire un par un et essayer les changements par vous-même, saisir les changements manuellement. Je vais directement sauter à l'exemple 6 pour montrer ce que ça donne. Donc, rendu dans l'exemple 6, on a un tableau de carrés. Non, pardon, je pense que c'est un tableau de position de souris qui sont stockés. Et pour dessiner les rectangles, on a une boucle qui va parcourir le tableau et dessiner différents carrés avec une taille qui varie et une couleur qui varie. Donc, vous pouvez regarder le code, l'essayer, voir si vous comprenez le code, essayer de le modifier. C'est la meilleure façon d'apprendre la programmation, c'est en essayant par vous-même.